Bon, bah, merci d'être là, Jonathan. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, puisque en fait, en soi, j'ai l'impression qu'on te connaît sans te connaître. T'es tellement influent qu'on en oublie que tu as une vraie activité. Est-ce que tu peux te présenter comme si tu te présentais à un inconnu et que tu lui expliquais un peu ce que tu fais aujourd'hui? Oui, donc moi c'est Jonathan, je suis un slasher. Donc en résumé, je cumule plusieurs activités derrière. J'ai une activité de salarié chez Dentsu. Et donc chez Dentsu, je suis responsable digital. Je m'occupe notamment des réseaux, j'anime les réseaux sociaux, par exemple sur les publications que je fais sur LinkedIn ou sur Twitter. Et aussi, du coup, je m'occupe des différents sites ou et tous les types de communication interne et externe sur le sujet. Et en parallèle, vu que je suis chercheur, je travaille aussi en tant que créateur de contenu B2B, comme toi, ce que tu fais, Alexis. Et donc, ce sont aussi d'autres animations, mais au lieu que je le fasse pour une entreprise, je le fais pour mon compte à moi, qui après va aider différents types d'entreprises, organisations. Et donc, je le fais à partir de mes deux comptes principaux qui sont Twitter et LinkedIn. Alors, il y a deux questions qui me viennent là rapidement par rapport à ton parcours. Déjà, c'est qu'est-ce que tu as fait pour arriver jusqu'ici? Qu'est-ce que tu as eu en termes de parcours? Et la deuxième chose, comment tu arrives rapidement à saucissonner un peu tes deux activités entre ton activité de salarié qui prend tout le temps d'un salarié et cette activité d'influenceur B2B ou en tout cas de travailler à côté sur cette partie très professionnelle qui demande aussi beaucoup de temps. Donc, ton parcours et ta façon de scinder un peu les choses. Ah oui, sur mon parcours, en fait, je pense que c'est tout simplement. Après c'est quelque chose d'assez abstrait puisque c'est plus de la curiosité et de la passion par rapport à nos métiers. Je vais prendre un exemple quand on dit par exemple, si ton enfant dit: «Oui, plus tard je vais devenir influenceur», voilà, c'est un peu flou finalement puisque tu sais à devenir influenceur en quoi? En fait, on n'est pas né en tant qu'influenceur, on le devient parce qu'on a un sujet de prédilection qu'on va au fur et à mesure développer derrière. Et puis à la communauté voit ce que tu fais et ça leur plaît. Et donc au fur et à mesure, bah, ça fait monter cette communauté derrière. Et donc du coup, la clé, c'est de rester passionné, mais rester passionné tout en restant équilibré. Parce que si tu es tout à fond dans ta passion, bah, ça devient une contrainte. C'est de le faire de manière à que la flamme reste en toi derrière. Et donc, trouver aussi votre voie à ce sujet-là et ne passez pas votre temps à tout le temps regarder ce que font les autres. Et aussi, faites aussi vos actions pour après, au fur et à mesure, quand on développe sa communauté, on a aussi des connaissances empiriques qui se développent et au fur et à mesure, on sait ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Sur Et la question de toi, ouais, ton parcours, toi, pour arriver jusqu'ici, qu'est-ce que tu as fait? Ah oui, j'ai fait une maîtrise en économie-gestion à l'université. Après, j'ai fait une année de césure parce que honnêtement, je ne savais pas trop, ce que je voulais faire. Et après, j'ai trouvé la formation de marketing digital. Et là, en fait, c'est un déclic parce qu'en fait, c'était tout ce que en fait, je faisais à mon enfance. En fait, dans mon enfance, ce que je je jouais à pas mal à jeux vidéo, mais des jeux vidéo collaboratifs. Donc, par exemple, des jeux sur navigateur où on jouait pendant un an à un jeu pour avoir différents types d'objectifs. Et donc, à partir de ces jeux-là, j'ai pu créer, par exemple, un forum. Et donc, le forum, c'est excellent puisque ça améliore, par exemple, ton référencement, mais aussi, ça améliore aussi l'aspect collaboratif, mais aussi l'aspect de communication, comment on peut gérer les différents types d'envois aux différents membres de ton groupe. Et donc, à partir de là, euh, je me suis dit que, bah oui, le digital forcément, il y a plein de leviers qu'on peut améliorer. Et derrière, bah, c'est pour ça que je me suis dit que le marketing digital, c'était une très bonne formation. Donc après, j'ai fait un MBA sur, au pôle universitaire Léonard de Vinci sur le marketing sur internet. Puis après, je suis allé en stage chez iProspect, une agence de marketing digital en tant que chef de projet SEO. Et puis au fur et à mesure, j'ai disons, touché à d'autres métiers. Donc j'ai fait chef de projet SEO, puis après je suis allé sur du community management et après j'ai fait de responsable et après là, je suis un responsable digital.
Est-ce que justement sur cette partie, je t'avais déjà posé la question à l'époque, là, quand on s'est rencontrés sur le sommet de Biarritz, il y a toujours quelque chose qui m'interroge par rapport à l'entité de ton métier de community manager. Est-ce que toi-même, tu arrives encore à dire que tu es community manager tellement tu as un arc d'action qui est beaucoup plus large que ça? Oh, je pense que c'est plus des spécialités. Nous, je pense que je suis community manager, oui, parce que je gère tout le temps les réseaux sociaux pour mes entreprises. Donc, et je réponds, je fais les créations. Donc, oui, en principe, oui, c'est moi qui gère c'est moi qui gère la communauté. Après, je dirais quand même que la division est un peu tronquée, surtout en B2B. Je pense que là, c'est plus vrai qu'Ulti Manager en B2C, parce que là, c'est là qu'on répond vraiment à beaucoup de personnes. En B2B, on est plus là pour faire de la création de contenu, du reporting, ou derrière, ou faire l'écriture. Donc, c'est un l'arc est un peu, voilà, c'est plus un point de spécialité que j'ai à l'heure actuelle, mais maintenant je commence à avoir d'autres arcs, notamment tout ce qui est dans le domaine de l'influence marketing, mais aussi finalement en faisant des événements, mais aussi en côtoyant des personnes dans mon agence qui a aussi d'autres métiers. Bah, cela fait qu'en fait, j'ai quelque chose de plus généraliste. Mais tu n'arriverais pas à dire, ou enfin, tu te mets pas dans la case, par exemple, social media manager, parce que qui piloterait finalement des community managers. C'est pas une définition que tu accoles à ton activité aujourd'hui. Ah, si, je pense que je peux dire que ça m'est manager parce qu'au fur et à Hum, mesure qu'on prend de l'expérience, on est de plus en plus dans la stratégie, donc je peux oui, hum, on peut clairement hum. dire que ça m'est manager. Alors, à côté de ça, donc, tu es très influent à la Brigade du Web, que tu peux rapidement également présenter. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais sur le fait que, bah, du côté de l'organisateur d'un événement B2B, quelle que soit sa taille, mais on imagine notamment des grands salons, des choses qui se déroulent sur plusieurs jours, déjà du côté de l'organisateur, qu'est-ce qui, selon toi, va faire ce type d'événement va être réussi sur la partie réseaux sociaux? Qu'est-ce que cet organisateur il doit prendre en compte, même si, selon toi, ça peut paraître évident, mais rappeler un peu les bases de comment je vais communiquer sur mon événement. Oui, je pense que la base déjà, c'est bien sûr d'avoir la présence sur les réseaux sociaux et d'y animer, assez constamment. C'est-à-dire que, la page notamment, je pense qu'en nous, en B2B, il est important d'avoir une page, événement attitrée, et à partir de cette page attitrée, d'inviter les personnes, les speakers qui sont dans un cas spécial, ils vont participer, et aussi bien sûr de l'invitation aux différents membres, parce qu'après sur la page LinkedIn, quand vous allez communiquer sur cette page, vous allez toucher les personnes qui ont été invitées, derrière, mais aussi les personnes qui sont inscrites, qui donnent un surplus de riches, derrière. Aussi au niveau des événements, bah, ce qui est important, c'est même si ça voilà, même si c'est pas très réseaux sociaux, au niveau réseaux sociaux, c'est d'avoir un site avec un programme, derrière, d'avoir quelque chose d'assez limpide, derrière, pour que les personnes puissent savoir un peu sur quelle thématique ils vont parler, derrière. Et je aussi, il y a quelque chose que beaucoup d'événements font de moins en moins, qui est un peu dommage, c'est de mettre un hashtag. En fait, le fait de mettre un hashtag, en fait, ça permet de retrouver, les contenus dans un endroit dans un spécial, et ça permet aussi aux visiteurs, s'ils sont intéressés par cet événement, d'aller directement sur le hashtag en question pour voir les meilleures publications, puisque LinkedIn le traite à galerie, Twitter aussi, même Instagram aussi. Et chaque réseau social a ses différentes particularités. LinkedIn, c'est plus de l'analyse, on a du Twitter qui est plus des informations en direct, et un Instagram qui est plus des informations plus divertissantes à ce sujet. Donc, bah, finalement le but du jeu pour un événement, c'est de se dire quels réseaux sociaux aussi on est présent. Donc le LinkedIn très bien pour le B2B, le Twitter très bien pour tout ce qui est communication rapide, Instagram pour du divertissement, voire du TikTok, puisque le TikTok aussi génère de l'événement. Et à partir de là, vous découlez vos stratégies pour que ce soit assez régulier, donc annonce de speaker. Il m'est arrivé d'avoir aussi des vidéos où le speaker ou d'autres speakers
vont dire je vous donne rendez-vous à telle date, des contenus très qualitatifs pour donner du teasing derrière, d'autres et aussi peut-être des animations plus divertissantes pour ne pas faire que des annonces redondantes sur il y a tel ou tel speaker derrière. Ils ont une stratégie en fait où finalement il y a différents types de contenus qui pourront éveiller l'intérêt du visiteur. Mais quand tu parles d'avoir une page événement, on peut l'imaginer sur LinkedIn, on peut aussi l'imaginer sur Facebook, enfin d'autres plateformes, enfin de concentrer un peu les choses là-dessus. Est-ce que toi, tu es aussi dans la recommandation de dire, bah, votre événement, il dure 1 ou 3 jours, enfin peu importe sa durée, mais qu'est-ce qu'on fait le reste de l'année en fait avec finalement ces comptes autour de notre salon, autour de notre événement B2B? Est-ce que toi, tu as des recommandations ou est-ce que tu vois des bonnes ou même des mauvaises pratiques par rapport à ça? Ah, je pense que oui, il faut perdurer déjà. Déjà post-event, en fait, ce qui serait intéressant notamment, c'est déjà de donner les replays des événements. Et aussi, si possible, ça peut collecter pas mal de leads derrière, c'est aussi de donner, s'il y a des personnes qui ont fait des présentations et de dire oui, vous pouvez te retrouver à cette telle ou telle présentation derrière. Par la suite, ce que je conseille aux événements, c'est d'y aller un peu, disons crescendo au fur et à mesure que pour l'année suivante, au fur et à mesure que l'événement approche. Mais c'est sûr que non, il faut pas, je pense qu'il faut pas couper le lien. C'est-à-dire que vous pouvez, si dans un événement, que vous aimez bien, au niveau de l'événementiel, vous pouvez, continuer à rappeler, à distiller quelques petits éléments pour dire: «Oui, voilà, rendez-vous l'année prochaine, les chiffres derrière, merci de votre participation sur le sujet». Mais après, au fur et à mesure, annoncer d'autres speakers qui vont arriver pour le prochain événement sur la thématique en question. Voilà. Mais voilà, de manière un peu épisodique Mmh, jusqu'à que le post-event arrive. Donc non, mmh. je conseille de ne pas faire mourir parce qu'en fait, ça permet de rappeler à l'événement et pas et en fait, et aux visiteurs qui ont bien aimé de mettre l'événement suivant dans leur calendrier derrière et pas se dire oui, au bout de 2 semaines: «Ah oui, il y a cet événement-là, je me sens bien Mmh. rappelé» et c'est un peu plus compliqué, surtout nous, on a des agendas assez occupés derrière. Et alors tu parlais, on va parler enfin tu parlais des réseaux qu'on utilise. Juste un point de savoir si tu as une expérience là-dessus, enfin si tu as vu quelque chose. Tu disais, ben, on peut aussi utiliser TikTok. Tu as vu toi, des lives TikTok sur des événements B2B, des choses se mettre en place que toi, tu n'as peut-être pas mis en place parce que c'est pas les réseaux sur lesquels tu vas partager tout ça, mais tu as vu aussi des expériences là-dessus ou pas, des gens mettre en place ça? Pour l'instant, non. J'ai pas vu spécialement de live TikTok derrière. Non, c'est plus, la plupart des personnes, ce qu'ils font sur TikTok, surtout les marques, j'ai vu ça à Vivatech, ils font des récaps d'innovation. C'est-à-dire, du coup, tu fais un post, mais ce sont des posts hyper rapides, dire: «Oui, bah, j'ai vu un robot, j'ai vu une plante qui allume de la lumière derrière». Il y a aussi des personnes j'ai vu aussi pas mal de créateurs de contenu qui étaient sur TikTok pour, aller, vite recueillir des informations des speakers. Donc là, c'était toujours sur Vivatech, où j'ai vu des créateurs de contenu avec leur des espèces de stabilisateurs, ils voulaient recueillir des informations auprès de Thierry Breton. Mais pour le moment, enfin, j'ai vu sur TikTok, c'est toute la réalisation des challenges. Donc en fait, des espèces de dance ou des espèces de mèmes. Il y avait sur Vivatech, le mème spécial, c'était Hey. Donc du coup, Mmh, il y avait des gens pour réaliser cette challenge. Parce qu'en fait, le challenge, ce que j'explique, c'est que si vous réalisez bien le challenge sur TikTok, parce que c'est la tendance du moment, beaucoup de gens vont regarder ce challenge en question. Et donc, du coup, mmh, c'est pour ça que voilà, on a de temps en temps des pics épisodiques soit de challenge, soit des sons tendances. mmh. Et, et donc, oui, forcément, donc du coup, donc c'est quelque chose d'assez interactif par rapport à TikTok derrière. Mais le live, pour le moment, non. Parce que pour le moment, je pense que Quand je l'entends live, c'est cette capacité à partager finalement en live des contenus comme on le ferait sur Twitter. non, je pense pour le moment, non, je pense pas parce Mm, que je pense que quand même le contenu de TikTok est quand même très bien travaillé et je pense que le fait de mettre un live, en fait, risque de réduire le reach, derrière. mm. Ouais, Heu, d'accord. Ça se travaille, je pense que TikTok se travaille comme un Instagram, mais en vidéo, courte avec un gros Mm. taux de rétention.
Et alors, on a parlé du côté de l'organisateur, de ce qu'il devait mettre en place, c'est-à-dire essayer d'anticiper, de parler de ses speakers, de maintenir à jour, en dehors de son événement, ses contenus, hein, pour toujours maintenir le lien avec son audience. Et toi, de ton côté, comment tu t'organises? Est-ce que tu t'organises pareil sur un one-to-one à Biarritz qu'un Vivatech? Comment tu anticipes tout ça, ne serait-ce que sur la partie à quoi tu vas assister, qui tu vas suivre et comment tu vas le partager? C'est quoi ta méthodologie d'organisation, Jonathan? Oui, je pense que déjà chaque événement est assez différent. Moi, j'ai l'habitude de se dire, oui, j'essaie de trouver un maximum d'informations derrière. Qui intervient, quels sont les speakers derrière. Je prends souvent aussi la charte graphique de l'événement pour que je puisse le réinterpréter derrière. Et après, et aussi le programme. Et à partir de là, après, je découle la stratégie. Mais cette stratégie découle souvent toujours d'un impondérable, c'est que veut mon audience. On va prendre l'exemple. Par exemple, Vivatech, je pense qu'il y en a qui veulent suivre les conférences, mais la plupart des personnes veulent savoir quelles sont les dernières nouveautés des startups. C'est pour ça que je fais un carrousel où je vais sur les tops des startups, où on va aller voir différents types de startups et voir un peu qui sont les plus intéressantes derrière. L'événement, par exemple, comme nous, on l'avait fait par exemple sur le One-to-One Biarritz, qui est un événement sur le marketing digital, là, c'est un peu l'inverse. Là, ce qui est plus intéressant ici, c'est quels sont les sujets phares derrière et comment on peut, comment les speakers en fait vont délivrer les informations les plus pertinentes. Là, ce qui est intéressant ici, c'est plutôt de faire un résumé de l'événement donc live tweet sur Twitter en synthèse ou un carrousel que tu fais très bien pour faire une analyse derrière avec les KPI derrière sur le sujet. Et donc, c'est un autre type d'organisation. Mais souvent, il faut savoir l'anticiper. Donc, c'est bien de noter, quand on fait un événement sur les réseaux sociaux, c'est bien de noter à telle ou telle heure, tu seras, à cette heure-là. Anticiper si toi, tu vas faire un ou plusieurs interviews à ce sujet. Prendre un peu, voilà, et aussi anticiper aussi un peu Mais les temps. quand je parle d'anticipation, parce que moi je t'ai vu en Ouais, direct, tu as une anticipation aussi par rapport comment dire, à ton organisation sur ton PC. C'est-à-dire que tu as déjà, j'ai l'impression que tu as déjà les contenus que tu vas partager. Enfin, tu as une façon de partager extrêmement rapide de synthèse qui fait que ouais. tu as bien une méthodologie particulière avec des tableurs, etc., les comptes qu'il faut suivre. Comment tu t'organises là-dessus, en fait? Ah oui, en fait, ce qu'il faut se dire, un événement, ça va très vite. Si tu t'organises pas, en fait, tu ne peux que subir l'événement en question. Et donc, en fait, mais tu vas, de toute façon, quand tu vas à un événement, tu vas toujours subir les événements passés. Mais c'est quand même d'avoir tester de mini-contrôle d'anticipation que tu peux faire. Et au niveau PC, bah, en fait, c'est tout ce que j'appelle ça, tout ce qu'on peut gagner au niveau du temps, on essaye de le gagner. Donc, le tableur avec le programme derrière. Si possible, on peut préparer, par exemple, voilà, annoncer tel auto-speaker, ça, ce sont les textes qu'on peut préparer. On peut préparer, bien sûr, les comptes des différents speakers pour que ça nous gagne du temps derrière. Qu'est-ce d'autre on peut préparer? Ah oui, pour les startups, par exemple, s'il y a des stands derrière et on sait quel stand, quelle solution ils vont présenter, voilà, on peut déjà se renseigner sur le sujet. Bien sûr, si on a des interviews, c'est déjà de voir un peu quelles questions on peut directement poser. Et Donc, quand tu dis préparer, c'est-à-dire que tes tweets sont programmés à partir, sont déjà ah, écrits. non, en fait, au début je faisais de la programmation, mais non, ils sont pas. En fait, ils sont juste mis en brouillon parce qu'en fait, il y a toujours un peu de retard sur les Hmm. tweets. Et donc, j'ai souvent 10 à 15 minutes de retard. Donc, bon, je préfère le mettre quelque part. Et puis, dès que c'est fait, je commence à le poster. Bien sûr, et aussi, il faut être prêt sur la position sur la position où tu places. Il vaut mieux une photo où vous êtes devant la personne qui présente que derrière. Donc, il faut toujours aller à 5 à 10 minutes en avance derrière. Donc, non, il y a quand même
oui, il y a un travail de préparation derrière, mais je pense qu'au fur et à mesure, cela devient naturel. C'est juste, faut se souvenir, en fait, à court terme et à moyen terme des échéances que tu vas faire. Surtout la veille, il ne faut pas juste oublier de lire un peu ce que tu vas faire. Après, j'ai un conseil à vous donner. Ne soyez pas trop gourmand parfois. Parce qu'en fait, il y a toujours des éléments perturbateurs dans un événement, quelqu'un qui va te parler derrière. Donc, si c'est quelque chose d'assez important, bah, ouais, il faut essayer je suis désolé par la personne, il faut essayer de dire oui, on se rappelle sur le sujet, mais il faut toujours se fixer, de dire bon, voilà, c'est ça, c'est mon objectif, il faut qu'on y aille dessus. Et toi, en termes d'outils très pragmatiques, en dehors des réseaux que tu utilises, qu'est-ce que tu prends en compte? En fait, tu as du TweetDeck, tu as quoi? Tu as un tableur sur Google, qu'est-ce que tu mets généralement en place? Du coup, alors principalement, j'utilise, comme tu le mentionnes, pour un événement j'utilise TweetDeck. Tout savoir parce qu'en fait, TweetDeck, en fait, ça me permet d'avoir déjà les personnes qui interagissent, qui interagissent à hashtag. Et ça, c'est important. En fait, je vois qu'il y a je vois que le souci avec beaucoup de personnes, c'est que ils passent leur temps à publier, mais voilà, ils n'échangent pas en retour derrière. En fait, et ce qui est important, c'est qu'il faut faire vivre cet événement auprès de d'autres personnes qui font ça aussi, et cela génère une certaine empathie. Et c'est aussi ça, finalement, à la fin, que ça va générer une performance, qu'on va générer une émulation derrière de vos publications. Après, j'utilise beaucoup, bien sûr, j'utilise beaucoup les différents types de tableurs. Ah oui, j'utilise, mais ça, c'est avant événement. J'utilise aussi des outils de scrapping. En fait, c'est un truc que C'est-à-dire? j'utilise. Tu as un programme, souvent tu as le programme. Alors, je vais plutôt dire sur Vivatech, parce que ça, c'est intéressant. Sur Vivatech, tu as 1700 startups, par exemple. Et sur 1700 startups, voilà, c'est classé. Du coup, tu as une création à ta thématique, sauf que toi, quand tu fais un copier-coller, voilà, ça va copier sur un Excel, mais c'est copié de manière voilà, très désordonnée. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'en fait, sur le scrapping des données, en fait, il y a différents types d'informations. Il va dire oui, ça, par exemple, cet endroit-là, par exemple, c'est la place de ton stand. Et donc, du coup, ce que je dis à mon outil scrapping, tu me scrapes des données, du coup, tu scrapes. Donc, du coup, il y a des différents patterns sur ces données. Donc, du coup, tu vas les scraper et comme ça, tu vas me ranger les données, un par un, mais dans le bon ordre. Et comme ça, après, j'ai plus qu'à me servir derrière. Et on peut, du coup, logiquement utiliser pour les startups, mais on peut aussi scraper pour, par exemple, si le site internet sur le programme, par exemple, des speakers. Du coup, tu peux scraper, par exemple, sur le programme, les différents types de speakers, et ça le range dans un bon ordre. Et puis après, on n'a plus qu'à retraiter derrière. Après, qu'est-ce qui peut être assez marrant que je peux utiliser? Ah, j'utilise pas mal. Il m'est arrivé d'utiliser mes post-événements, ou même pendant l'événement, c'est tout ce qui est un peu retranscription vocale. Ça marche très bien en ce moment, parce que ça s'est pas mal développé. Donc, parfois, au lieu de juste taper le texte derrière, ce qui est la méthode la plus efficace, on peut faire de la retranscription vocale, et donc, du coup, ça permet déjà d'avoir généré un certain texte que tu pourras après, par la suite, le transformer en texte, et puis voir un peu si tu peux le communiquer derrière. Et puis, bien sûr, j'utilise des outils voilà, d'édition de photos comme Canva. Voilà les choses un Hmm. peu fun, les choses un peu divertissantes que Non, mais on peut utiliser. au contraire, ouais, non, mais c'est super intéressant. On voit qu'il y a une organisation assez précise pour mettre tout ça en place, et effectivement, ça donne de l'efficacité derrière. En termes de réseau, évidemment, tu vas me parler de Twitter et LinkedIn dans l'importance stratégique, et puis de ceux on va pouvoir coller par ailleurs, de l'Insta, du TikTok, etc. Mais toi, quelque part, est-ce que tu as vu ces deux plateformes-là, Twitter et LinkedIn, sur la partie événements, évoluer de manière à ce que peut-être que tu vas les intégrer d'une manière un peu différente ou pas aujourd'hui par rapport à tes débuts? Est-ce que pour toi, en fait, c'est toujours pareil, Twitter va servir de live tweet et puis LinkedIn, derrière, on va faire autre chose, on va peut-être faire plus du compte rendu. Est-ce que tu as vu les choses un peu changer ces dernières années sur ces deux réseaux? Oui, avant, en fait, on avait des usages un peu hybrides. Du coup, en fait, je disais qu'il y a 3-4 années, c'était le règne des experts
des experts. Donc, du coup, forcément, sur les experts, bon, forcément, le compte Twitter où ils sont influents et le compte LinkedIn où tu n'avais pas beaucoup de personnalisation derrière. On se souvient sur LinkedIn, on avait, bah, nous, nos caractères limités. Donc, forcément, ça se ressemblait au fur et à mesure. Mais maintenant, on est rentré dans l'ère, surtout notamment, on est rentré dans l'ère sur l'ère de LinkedIn, sur l'ère des créateurs de contenu. Je vais prendre la raison, c'est quoi l'ère l'ère d'un créateur de contenu? C'est avant, je vais prendre l'exemple avec Twitch. Twitch, avant, c'était les meilleurs joueurs qui étaient les plus suivis. Maintenant, c'est plus le cas sur Twitch. C'est plutôt les personnes jugées les plus divertissantes qui sont plus libres à amener une communauté qui vont être les personnes suivies. Bien sûr, il y a les meilleurs vont être suivis, mais c'est un autre cas à part. C'est ce qui se passe sur LinkedIn. On a des experts d'un côté, mais aussi on a des très bons créateurs de contenu de l'autre. Et du coup, ça fait deux classes différentes. Et du coup, ça fait aussi forcément, ça implique aussi finalement deux stratégies différentes. Sur Twitter, on est resté encore dans un côté très expert derrière. Donc, du coup, dans la stratégie derrière, on est resté, c'est resté encore très. Il y a toujours beaucoup d'authenticité. En fait, tu as aussi le côté instinctif derrière que tu dois retranscrire. C'est-à-dire, j'ai fait quelque chose derrière sur Twitter qui était intéressant. C'est qu'il ne faut pas hésiter à donner son avis personnel. Mais si tu fais que la retranscription, ça peut être très corporate. J'ai fait un tweet dernièrement sur le forum de l'Alliance Digitale où je donnais un avis sur le métavers. Ça se moquait un petit peu du métaverse parce qu'en fait, j'ai expliqué qu'en fait, que le marketing était là trop tôt sur le métavers. Et donc, si on donnait directement des KPI, forcément, alors sans développer la communauté sur son métavers, forcément, je ne crois pas que ça fonctionne. Et c'était ce tweet-là qui a plus fonctionné que la majorité des tweets que j'ai fait en transcription. Donc, il ne faut pas hésiter aussi sur Twitter parce qu'on a perdu cette essence, mais il ne faut pas hésiter vraiment voilà, à donner son avis sur le sujet. Mais sur Twitter, il y a aussi finalement pas mal de qualitatifs, finalement, parce qu'on fait, tu as fait des trades. Donc des trades, qu'est-ce que c'est? C'est des tweets à la suite, tu cliques sur le tweet, après tu fais à la suite le trade. Donc du coup, on a aussi le côté un peu éditorial, mais ce sont des éditoriaux avec des contenus plutôt déstructurés. C'est-à-dire du coup, c'est des contenus que tu vas lier. Donc le trade, ça, disons, c'est très bien pour lire derrière. Et aussi maintenant sur Twitter, ce qu'on fait beaucoup, c'est on a fait avec Gabriel Duet, on a fait des spaces. Donc des spaces, ce sont tout ce qui est audio post-événement. Et on a fait aussi, là en ce moment, on fait du Twitter moment aussi. Le Twitter moment, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un espèce de page événement et et sur cette page événement, on va recenser les meilleurs tweets de cet événement. Donc, on a une limite de 100 pour le faire. Et ça peut être intéressant parce que du coup, en fait, quand tu construis ton moment, tu vas notifier les personnes que tu as ajoutées dans la liste des tweets. Et donc, du coup, en fait, ça permet de revivre l'événement. Donc voilà. Donc Twitter, en fait, a toute cette capacité d'UGC, de petits tweets que les gens vont servir. Au contraire, sur LinkedIn, on est plus. Là, au LinkedIn, on est plus sur vraiment de la réflexion derrière. On va quand même réfléchir pour dire oui, j'ai ce contenu, j'ai pris toutes les notes, j'ai ce contenu. Comment je vais construire le narratif derrière pour en fait intéresser l'audience, quelle image je vais utiliser. On est vraiment dans beaucoup plus la stratégie avant d'aller directement sur le côté opérationnel. Et donc non, pour moi, c'est vraiment différent. J'en ai même discuté avec pas mal de personnes, justement, de la façon de travailler sur Twitter très véloce et la façon de travailler sur LinkedIn très stratège. Derrière, c'est totalement différent. Et que finalement, il faut apprendre à plus sur LinkedIn, plus patienter, plus réfléchir sur en fait comment tu vas amener la personne à lire jusqu'au bout ton histoire et qu'en fait l'information en soi est finalement intéressant. Et c'est aussi donc du coup c'est dans quel format ça fonctionne. Forcément, tes carousels fonctionnent très bien. Je trouve le fait de mettre des images humainement, c'est plutôt bien. On a aussi des types de carousels où on mixe un peu texte et photo, images, mais de manière très dynamique. Les vidéos des événements, ça peut bien marcher sur LinkedIn, même si ce matin, c'est plus le format en vogue. J'ai partagé l'infographie sur l'algorithme sur LinkedIn. On a vu que les vidéos, est un format un peu moins bien parce que maintenant, la tendance sur les vidéos, notamment en B2B, c'est pas les vidéos qu'on va
qu'un intervenant va intervenir, mais c'est plus une vidéo plus personnelle, donc tu as ton ressenti sur tel ou tel événement avec quelques cuts derrière. Donc maintenant même la vidéo se travaille. Mais après, bon, après rien n'empêche bien sûr de mettre une série de photos s'il y a une étude qui est derrière qui est très bien. Et, et sinon parfois, le plus simple parfois c'est juste mettre du texte, mais un texte vraiment engagé derrière, qui donne son avis, sans trop de fioritures. Ça peut être très bien fait, surtout par des très bons créateurs de contenu qui ont l'art du copywriting, ou bien par des experts qui va vraiment donner son avis derrière. Donc voilà. Et toi, tu travailles ta présence LinkedIn de cette manière-là quand tu vas transformer, parce que tu transformes beaucoup de choses en infographie, tu as une approche très visuelle finalement du passage de l'information, peut-être pour le rendre peut-être didactique. Comment tu abordes ta présence sur LinkedIn par rapport à celle de Twitter, même si ça paraît assez évident, Twitter, tu vas être dans la curation de contenu. Une forme d'immédiateté. Et sur LinkedIn, comment abordes ce réseau? En fait, ça dépend déjà de mon objectif. Si, en fait, il peut avérer qu'en fait, on se met déjà d'accord avec l'organisateur de l'événement, et ce qu'il veut, c'est de générer des leads. Donc du coup, si je génère des leads, bah, du coup, le carrousel est forcément, enfin le post LinkedIn est forcément fait en amont, et donc du coup, à partir de là, tu construis le narratif de se dire: «Oui, qu'est-ce qui va être concrètement présenté, à l'événement?» Par exemple, là, je l'ai fait récemment pour le forum de l'Alliance digitale, et là, la problématique, c'était juste de dire: «Oui, voilà, ils ont fait». Le souci, c'est qu'il y avait pas mal de thématiques. C'était très bien, le programme était riche, mais en fait, c'était dur de déterminer, finalement, le fil conducteur sur LinkedIn, et donc ce qu'on a fait, c'est que bon, on va voir les sujets un par un, et on va se dire: «Bon, sur tel sujet, lequel a le plus de potentiel?» Et après, on a déterminé 4 sujets, dont le retail média, la fin de l'ère des post cookies, on avait, et je m'en souviens plus des 2 autres, mais et donc en fait, à partir de là, en fait, ça permet de dire: «Bon, ça, ce sont les 4 sujets que vous allez voir», et donc ça permet d'attirer une audience. Après si on fait dans le milieu de l'événement, souvent alors, il y en a qui le font au milieu de l'événement. J'ai vu des campagnes de d'agences d'influence B2B où des personnes se prennent en photo, tiens, ils étaient très contents, et là, c'est très bien parce qu'on donne un côté émotionnel, derrière. Mais après, en milieu événement, ça dépend en fait. En fait, sur LinkedIn, je il y a cette histoire de timing, mais elle est moins prégnante que sur Twitter. Donc tu pas obligé de tu pas obligé de le poster directement. Bien sûr, plus tu t'éloignes de l'événement, moins ça aura de performance. Mais si tu fais quelque chose de bien quali, tu peux le poster, 2 ou 3 jours après. On a, par exemple, sur Vivatech, il y a beaucoup de personnes qui pourront poster des résumés sur Vivatech une semaine après, et ça continue à bien marcher. Moi, mon carrousel sur Vivatech, sur les 50 meilleures startups, je l'ai posté 3 semaines après. Mais pourtant, ça a plutôt bien fonctionné. En fait, ce qui compte finalement, quand on fait la création de ce contenu post-event, c'est bien sûr de dire les enseignements, qu'est-ce qu'on a retenu derrière, quelles sont les tendances clés, mais de manière quand même qui soit très, très bien lu, aussi bien au niveau de ton post que tu fais que de ton carrousel. Et donc, au niveau du temps que tu vas prendre, c'est pas un impératif. Je sais pas si Mais ça revient à ta question. si, c'est très précis ce que tu dis justement sur le fait de sélectionner un peu ce qui va être essentiel pour une audience bien déterminée, qui est différent à chaque fois en fonction de la plateforme qu'on utilise, et LinkedIn en particulier. Mais toi, est-ce que tu dirais justement que ce réseau LinkedIn, il fait émerger petit à petit une forme d'influence B2B, comme on a une influence sur Insta, comment il y a une influence à une autre échelle sur Twitter? Est-ce que tu as vu ce truc évoluer ces dernières années? Ah oui, tout à fait. Depuis 2 ans, je dis qu'il y a, Facebookisation, mais en fait, c'est pas une Facebookisation. Maintenant, je pense que c'est une Instagramisation de LinkedIn. On a beaucoup plus de, pers de personnes qui vont faire des posts inspirants, et même des experts qui vont se prendre en photo. Donc en fait, on a ce côté un peu pourquoi on a eu ça? Parce qu'en fait, c'est à cause de la période Covid. En fait, la période Covid, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'en fait, on a mélangé les personnes ont mélangé leur temps passé au travail
leur temps passé personnel. Tout s'est mélangé derrière, puisqu'on était en télétravail. Et donc, forcément, on a eu une augmentation de le sens du travail derrière et aussi le côté un peu bien-être. Et donc, à partir de là, tous ces sujets-là où les personnes veulent raconter des histoires et les gens étaient impétents par rapport à ça. C'est pour ça qu'il y avait, par exemple, une hausse, par exemple, d'utilisation de Clubhouse là, pendant la période du confinement, parce on voulait des contenus plus authentiques et moins corpo derrière. Et donc, forcément, ces personnes-là sont entrées sur LinkedIn. On a ce phénomène-là. Et le deuxième phénomène, c'est qu'il y a aussi un export derrière des sujets parce qu'en fait, Instagram, le reach descend fortement. J'ai vu énormes concurrents sur Instagram. Et donc, il y a beaucoup de personnes dans le domaine du business qui vont maintenant, business un peu plus sur des sujets divers, parce que sur ces sujets-là, qui vont aller sur du LinkedIn désormais, parce que c'est quand même un réseau social dont on appelle, ou j'appelle ça un incidence algorithmique qui reste très élevé. Alors, je j'explique qu'est-ce que c'est un incidence algorithmique. Sur Instagram, quand tu postes, alors, par exemple, quand on poste sur un réseau social, il y a une capacité à que ton contenu va au-delà de ton de ton premier réseau, c'est-à-dire deuxième réseau, troisième réseau sur LinkedIn. Sur Instagram, pour le moment, on est encore sur une proportion très faible de personnes où on va au deuxième, troisième réseau. Par contre, sur LinkedIn, l'algorithme est très différent. C'est que si quelque chose fonctionne, l'algorithme de LinkedIn va le détecter et du coup, ta capacité, il y a une capacité de ton contenu à aller au-delà derrière et toucher À beaucoup être de plus personnes. viral, en fait. Ouais, plus Ouais, être facilement plus viral. viral, en fait. C'est ça. Donc, et en Mm. fait, les deux réseaux sociaux qui ont une très bonne incidence algorithmique, c'est LinkedIn et TikTok. TikTok, par exemple, là, on a des chiffres qui montrent qu'il y a environ la moitié de ton contenu que TikTok va diffuser. Ce sont des personnes auxquelles tu n'es pas abonné. Mm. Et Mais donc, là, toi, tu as réussi sur LinkedIn à ton échelle, l'influence que tu as, etc., sur ton univers B2B. Est-ce que tu dirais, parce que là, tu me parlais justement de ce mélange un peu des genres, est-ce que tu dirais que finalement, avec ton regard en tant que Jonathan Chan, hein, au-delà même des événements, que avoir une niche quelque part, être identifiable, est essentiel quand même là-dedans, en fait. Qu'est-ce qui fait que finalement les contenus de Jonathan sont très repartagés, très likés, très soutenus? Est-ce que derrière ça, c'est pas l'idée d'avoir un angle bien précis pour être bien identifié? oui, tout à fait. Je pense qu'il faut pas dire tout au risque. En fait, le problème, c'est que quand on va dire tout, par exemple, sur LinkedIn, tu vas attirer tu vas attirer de l'audience. Mais en fait, tu vas attirer de l'audience plein de différents types de profils. Et donc, forcément, quand tu vas poster quelque chose sur une niche, les personnes qui sont abonnées à toi via une autre type de publication d'un autre sujet, bah, ils ne seront pas appétents derrière. Donc, c'est pour ça, déjà, rien que ça, c'est bien d'avoir quand même des différentes spécialités de niche bien déterminées pour éviter derrière, finalement, que en fait, on n'a pas un contenu qui est fort engageant. C'est pour ça, d'ailleurs, que au niveau du taux d'engagement, les micro-influenceurs, par exemple, sont des personnes qui génèrent un meilleur taux d'engagement. Alors, en fait, ce que je conseille aussi, c'est pour ça aussi, bon, après, non, je ne vais pas dire que j'ai du succès, mais plus, mais il y a aussi quelque chose. Il y a aussi quelque chose que les personnes qui prennent les posts d'inspiration, où il y a un petit défaut derrière, c'est qu'en fait, en B2B, il faut quand même distinguer. Normalement, il faut distinguer trois choses, mais moi, je vais juste le diviser en deux pour le moment. Tu as la forme et le fond. Sur la forme, du coup, la forme, c'est ce qui marche, disons, c'est ce qui est le plus appétant sur les réseaux sociaux. La forme, c'est tout ce qui est, tout ce que tu vas, du coup, c'est bien sûr la photo, c'est le fait que tu travailles des visuels, c'est le fait que tu vas travailler la tonalité de ton texte, extérieur, c'est euh, tout cela, en fait. Donc, c'est pour ça que les posts influenceurs, ça fonctionne. Tout cela, en fait, ça génère un biais sur les réseaux sociaux. On appelle quand nous, on va liker sur les réseaux sociaux, on va liker parce qu'on aime la personnalité de la personne, ou on est en accord avec ses idées. Donc ça s'appelle cette question de travail de forme qui devient de plus en plus prégnant, tout simplement parce que le modèle des réseaux sociaux, à l'heure actuelle, est basé sur les engagements, principalement sur LinkedIn. Il y a le seul réseau social où c'est moins basé sur les engagements, c'est TikTok. Euh, et deuxièmement, et là, ce que font beaucoup moins, c'est le travail sur le fond. En fait, en B2B,
tu peux générer beaucoup. J'ai vu plein de posts qui a généré beaucoup de likes, mais j'ai vu des éditeurs dire oui, mais oui, ok, c'est bien, mais j'ai toujours pas confiance en toi. Je sais pas, tu n'as pas prouvé ton expertise derrière. Et donc, du coup, ce que je conseille aussi, c'est de travailler ce côté un peu, oui, bah, j'ai réfléchi à ce sujet-là. C'est-à-dire, bon, alors j'ai donné ce sujet-là, je l'ai déjà essayé, il y a aussi cette forme de richesse d'idées derrière. Et donc, tout ça, l'expertise, surtout sur LinkedIn, reste très. Il faut allier cette expertise, ça reste la forme de base avec finalement, mais tout en adaptant au code des réseaux sociaux, c'est-à-dire avec de la forme. Et du D'accord, coup, donc c'est bien, ouais, tu trouves que des fois elle est un peu bancale et que finalement le fait d'assurer ou voire de réassurer son audience est pas tout le temps maîtrisé justement par certains experts. C'est un peu ça en fait l'idée et qu'on s'attache trop à la forme et pas assez au fond, quoi. ah oui, à l'heure actuelle, de toute façon, là, la tendance actuelle, c'est d'aller dans plus en plus de formes. Parce qu'en fait, ce que font les utilisateurs, la plupart du temps, ils vont être empiriques. Ils vont se dire, OK, moi, du coup, je vois que ça fonctionne avec tel ou tel engagement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est un peu post, un peu plus inspirationnel ou un peu où je me prends en photo. Mais, et donc, forcément, du coup, ça fonctionne. Donc, ça génère beaucoup de likes. Mais attention, ça génère une frustration. C'est-à-dire que plus tu utilises dans le fil, plus les gens vont le voir et plus, en fait, ils vont s'agacer. On a vu déjà plein de publications des personnes qui disaient ah, il faut arrêter de faire ça. Et donc en fait, oui, donc en fait, ce que je disais, c'est oui, il faut quand même mettre de l'expertise. Mais je dis pas, ce que je ne dis pas, c'est faut mettre un poste maintenant désormais, on peut pas mettre un poste totalement d'expertise. Le sujet, c'est que si tu mets que du fond, c'est un contenu qui va pas fonctionner parce que c'est un contenu assez. En fait, c'est sur LinkedIn, en fait, on a un temps, j'appelle ça un temps de lecture. C'est un temps de lecture qui n'est pas, c'est un temps de lecture qui est plus court qu'un article de blog. Et voilà, il faut qu'en 2 ou 3 minutes, on appelle ça même, il faut même travailler l'approche. En 5 secondes, il faut comprendre ce que c'est. Et oui, donc du coup, sur l'histoire du fond, ça reste important et je pense que je conseille à pas mal de créateurs maintenant de travailler sur cette histoire de fond pour fidéliser. Parce qu'en fait, Mm. finalement, c'est une question de décideur parce que comment les décideurs ont confiance en toi? C'est en travaillant le fond. Mm. Ouais. Mais justement, juste pour conclure, tu partages beaucoup de tendances, tu en intègres aussi certaines avec ta vision. Alors, il y a toujours à boire et à manger dans les tendances, hein. Tu parlais du fond et de la forme. Et toi, qu'est-ce que tu détectes ça, c'est la première question. Qu'est-ce qu'on pourrait partager pour 2023 dans les bonnes pratiques à avoir ou en tout cas certaines tendances? Et puis, quelque part, une sous-question, j'ai envie de dire, est-ce que tu as déjà vu des tendances que tu avais partagées qui se sont vraiment révélées aussi? Est-ce que tu arrives à faire cette combinaison aussi entre les deux, comme le fait, il me semble, j'ai perdu mon fil, euh, quelqu'un de Frédéric, voilà, merci, qui fait un suivi de ces tendances. Donc, il y a deux questions. Les tendances et quelque part derrière, est-ce que tu arrives à faire la jonction entre ce qui a été annoncé et ce qui s'est vraiment passé? Ah, de toute façon, c'est tout le travail des prospectives, hein. Quand on travaille sur le prospective, il faut accepter un taux de succès et un taux d'échec dessus. Non, non, je pense qu'après, honnêtement, je pense que la plupart des choses que j'ai dit, c'est plutôt réalisé. Je prends un exemple, c'était il y a 2 ans. En fait, c'était sur ce que je voulais, c'était l'annonce de l'introduction des stories sur LinkedIn. Et moi, ma question, c'était oui, ça peut être intéressant de faire des stories sur LinkedIn, notamment si tu as un événement derrière. Mais voilà, mais je pense que là, la fonctionnalité des stories sur LinkedIn, ça reste hyper limité. Si LinkedIn arrivait à sortir des stories derrière, mais qu'ils l'introduisent des fonctionnalités un peu plus B2B, c'est-à-dire le fait que tu sois présent à l'événement, que tu peux mettre un lien par rapport à ton événement derrière, ou d'autres différents types de fonctionnalités pour rendre visibles les stories. Là, je pense que ça peut fonctionner. Mais sinon, ça reste quelque chose de quand même de trop de forme pour que cela perdure. Et donc, résultat, Alors, du coup, je rebondis sur ce que tu dis parce que moi, j'ai été très déçu
à la fois par la mise en place des stories, la façon dont c'était mis en place et le fait que c'est disparu. Parce que je trouve qu'il y avait un gros potentiel, notamment dans, comment dire, dans la capacité de LinkedIn à engager finalement des personnes qui ne s'engagent pas beaucoup à partager du contenu, à utiliser ce format-là. On a dit, tu le rappelais très bien, hein, que ça a été enfin, Et de communalisation, oui. Facebookisation, ouais, voilà, le côté plus Instagram, je comprends, mais c'est vrai que lapsus Microsoft, donc LinkedIn qui appartient à Microsoft, a quand même cette tendance à proposer des fois des outils qui sont pas ergonomiquement ou en termes de fonctionnalité au point aboutis, ce qui leur donne un côté très vintage, voire et donc du coup les stories étaient un peu comme ça, c'est-à-dire que la fonctionnalité n'était pas au point techniquement et finalement elle a vite fait de disparaître. Mais je suis d'accord avec toi sur le fait que si elle avait eu en dehors de cet aspect de forme peut-être quelque chose de fond sur l'intérêt de l'utiliser, peut-être que ça aurait eu du succès. Bon, on n'est pas à l'abri qu'elle revienne, mais je comprends. Je me suis permis une petite digression parce que c'est vrai que ce format, moi, je le trouvais très intéressant au contraire. Et je regrette qu'il n'ait pas été développé plus que ça. Oui, je suis d'accord avec toi. Je pense que le succès finalement des stories, ou pas des stories sur LinkedIn, mais aussi sur Twitter, c'est qu'en fait, finalement, ils l'ont lancé en tant que tel pour recopier notamment Snapchat dans un premier temps ou Instagram, mais finalement, derrière, en fait, ils n'ont pas su donner un autre entrain à travers des fonctionnalités, mais aussi des utilisateurs qui vont l'utiliser. Et c'est pour ça, finalement, ils l'ont laissé à l'abandon. Donc après, je pense que c'est aussi une leçon pour chaque réseau social et de se dire que oui, quand vous faites quelque chose sur un réseau social, faites-le par rapport à votre ADN et remettez-le à jour à votre ADN. Je pense que vous pouvez copier, il n'y a pas de souci derrière, mais voilà, c'est juste, voilà, vous avez votre identité derrière. Au alors au niveau des tendances, alors ce que j'ai mis à l'heure actuelle, c'est tout ce qui est réseaux sociaux décentralisés. Décentralisé et privé. Ça, c'est l'émergence que j'ai. Donc ce que je constate notamment, c'est qu'on aura de plus en plus en fait, c'est par rapport à l'assujettissement qu'on a à travers l'algorithme. Je m'explique. Quand nous, on va poster sur les réseaux sociaux, heu, on va pas atteindre la totalité de nos abonnés. On va atteindre souvent plus tu as une grosse abonnée, plus tu atteins peu. Par exemple, moi, sur LinkedIn, en moyenne, j'atteins 20% de mon nombre d'abonnés. Même pas, puisque il y a beaucoup de personnes en deuxième réseau. Je pense que c'est le cas aussi pour toi. Quand tu postes, c'est pas égal au nombre d'abonnés. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de créateurs de contenu qui se disent bon bah oui, moi j'ai envie quand même de fidéliser derrière mon audience. Donc du coup, j'ai intégré des fonctionnalités sociales différemment. Donc bien sûr, il y en a qui font des newsletters. Ça, c'est pas une fonctionnalité sociale, mais ça permet de fidéliser. Mais il y en a d'autres maintenant, j'ai vu pas mal de créateurs de contenu, là c'est plus en B2C et qui vont créer leur propre canal sur Discord où ils peuvent aller directement discuter avec leurs fans derrière derrière ou un groupe pour derrière finalement avoir le côté communautaire derrière. Pour les marques, c'est aussi recentraliser leurs abonnés notamment, par exemple sur leur site internet. Par exemple, je vois, on a vu ça c'était Conforama. On avait travaillé en tant que marque et en fait, on a utilisé une technologie qui s'appelle Bambuzzer et on a fait un live shopping sur Bambuzzer à partir sur le site internet de Conforama où les agents expliquaient et donc du coup, on donnait rendez-vous à leur communauté directement sur le site internet pour faire le live shopping et donc en fait, donc qu'est-ce que le côté communautaire? Bien sûr, les personnes qui présentent avec des influenceurs. À gauche, le chat où on peut interagir on pouvait interagir et à droite, les produits qui étaient directement vendus et cela va très bien fonctionner puisqu'on a été le troisième le plus visionné en 2021 derrière et donc du coup privé mais aussi après je pense que dans la prospective, je pense qu'on a une émergence d'un nouveau modèle de réseau social, un modèle réseau social à la carte plus décentralisé, heu, basé sur C'est du blockchain. ramener ces communautés ailleurs, faire plus de proximité. Donc, pour certains, amener ces communautés dans d'autres plateformes, c'est comme si j'ai vu la fonctionnalité communauté de WhatsApp, où certains sont sur Telegram ou sur Discord. Donc, ça, c'est pour un certain type d'activité. Pour les grandes marques, finalement, tu disais, travailler sur leur site internet et créer des instants
avec une communauté très précise et en pluguant finalement des outils bien particuliers pour être en lien avec eux. C'est un peu ça l'idée. Et pour les marques, c'est reprendre la main sur leur communauté, car les algorithmes en question filtrent finalement cette communauté par rapport à leur règle du jeu. Et du coup, les marques souhaitent finalement avoir d'autres types de règles de jeu, et c'est très bien parce que du coup, ça donne, ça améliore la fidélisation derrière et il n'y a plus de déperdition de l'audience. Autre tendance, une dernière? Non, je parlais juste, là, c'est plus très futuriste. On est parti sur tout ce qui est un peu social media décentralisé. Là, c'est pas pour le moment, mais j'anticipe dans les 2 ou 3 prochaines années, l'émergence des réseaux sociaux dits Web 3.0. Et en fait, sur Web 3.0, on aura forcément des réseaux sociaux dont le contenu est décentralisé, notamment. Derrière, on aura aussi un algorithme à la carte. C'est-à-dire qu'au coup, on pourra avoir notre propre algorithme en fonction de notre préférence et pas celui qui est proposé par les différentes plateformes. La publicité, bien sûr, est aussi différente derrière. Et surtout, c'est ce qui peut être intéressant au niveau des créateurs de contenu, puisqu'en fait, avec le Web 3.0, c'est qu'on a aussi tout ce qui est un peu les contenus, un peu les NFT, derrière le contenu revenu, c'est qu'en fait, les créateurs pourront être rémunérés à vraiment à leur contribution dessus. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, quand nous, on va tweeter, même sur LinkedIn, quand on va faire une publication sur LinkedIn, mince, quand même, voilà, ça nous prend du temps de faire ça. Et nous, on est juste récompensés en termes de likes, d'engagement, alors que normalement, on anime, on rend intéressant ce réseau social. Donc, je pense que Donc en fait, tu voudrais que LinkedIn te rémunère comme TikTok rémunère ses influenceurs finalement. c'est ça. Je pense qu'il faudrait qu'il y ait quand même une part de revenus derrière. Et je pense que je ne sais pas si LinkedIn le fera, mais je pense que sur les nouvelles plateformes un peu réseaux sociaux décentralisés, du coup, on aura, disons, un revenu plus équitable, notamment basé sur de la monnaie virtuelle qu'on pourra après autant l'utiliser. Et ça voilà. Donc, ça permettra aussi à ces plateformes communautaires de correspondre finalement le réseau social euh, par rapport à leur goût. Parce que c'est vrai, les réseaux sociaux, en fait, les soucis à l'heure actuelle des plateformes réseaux sociaux 2.0, c'est qu'ils sont toujours dans la course au temps d'attention. Et donc, du coup, il faut faire qu'ils font du tout attention, forcément. Du coup, on va aller forcément sur des contenus toujours de plus en plus attractifs derrière pour hacker ton cerveau. Et que moi, je pense que finalement, il y a aussi un équilibre à tout. Je pense qu'on ne peut pas avoir cette surplus attentionnelle constamment et que finalement, il faut aussi un équilibre à ce sujet. Eh ben, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup, Jonathan.